Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Les véhicules à gauche sont garés. Réponse A, en bataille. Réponse B, en créneau. Réponse C, en épi. Alors, vous avez 3 manières de vous stationner. La première, la plus commune, c'est le stationnement en créneau. Le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent parallèles à la route. Ensuite, vous avez le stationnement en bataille. Le stationnement en bataille, c'est lorsque les véhicules se stationnent perpendiculairement à la route. Et enfin, vous avez le stationnement en épi, c'est lorsque les véhicules se stationnent en biais par rapport à la route. Dans cette situation, comme vous le voyez, à gauche, les voitures sont stationnées perpendiculairement à la route. On est donc dans un stationnement en bataille sur les véhicules qui sont garés à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. La vitesse est limitée à 70 km/h. Réponse A, après l'implantation du panneau. Réponse B, avant l'implantation du panneau. Réponse C, après et avant l'implantation du panneau. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Il faut savoir que chaque type de panneau a ses étendues de prescription. Alors n'oubliez pas, une étendue de prescription, en résumé, c'est quoi? C'est où l'ordre commence et où l'ordre se finit. Ici, on est sur un panneau d'interdiction. Donc, concernant les panneaux d'interdiction, en général, la prescription commence à l'implantation du panneau et se finit à la prochaine intersection. Donc, ici, pour en revenir à la question, donc la vitesse est limitée à 70 km/h après l'implantation du panneau. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors vraiment, là on passe très vite sur certaines notions qui sont très importantes. Sachez que là on a vu l'étendue de prescription seulement pour les panneaux d'interdiction. Ensuite, pour les autres types de panneaux, l'étendue de prescription est totalement différente. Donc là, ce que je suis en train de dire, ça vaut que pour les panneaux d'interdiction et encore de manière générale. Donc pour ça, je vous incite à aller dans l'information pour être vraiment plus précis. Question numéro 3. L'arrêt est obligatoire avant le passage à niveau. Réponse A, en tout temps. Réponse B, lorsque les feux clignotants sont activés. Réponse C, lorsque je risque d'être immobilisé sur celui-ci. Alors, lorsque vous allez vous engager sur un passage à niveau, il y a 3 cas généraux qui vont se présenter à vous. Le premier cas,
la route est dégagée, la circulation n'est pas bloquée. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de marquer l'arrêt. Le deuxième cas, c'est lorsque le feu clignotant est activé. Dans ce cas-là, vous serez obligé de marquer l'arrêt au passage à niveau. Et enfin, le troisième cas, c'est si la circulation est bloquée. Donc s'il y a des voitures immobilisées, alors dans ce cas-là, il faudra s'arrêter avant de franchir le passage à niveau, au cas où les clignotants se mettraient à sonner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 4. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc, les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Le chargement ne doit pas dépasser l'extrémité arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'extrémité avant du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque vous chargez un véhicule, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Alors, concernant la réglementation sur le chargement d'un véhicule, vous devez savoir tout d'abord que le chargement ne doit jamais dépasser l'extrémité avant du véhicule. Concernant l'extrémité arrière du véhicule, le chargement peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule jusqu'à 3 mètres. Sachant que, à partir d'1 mètre, vous devez placer un dispositif réfléchissant. Concernant maintenant les dimensions en largeur, votre chargement ne doit jamais dépasser 2,55 m. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 6. La chaussée se réduit à une voie de circulation. Réponse A, 600 mètres après le panneau. Réponse B, sur une distance de 600 mètres après le panneau. Alors ici, c'est une question très intéressante parce que vous vous faites souvent piéger là-dessus, tout simplement par manque de connaissances. Alors, ici, comme vous le voyez, on a donc un panneau carré, donc un panneau d'indication qui nous indique que la chaussée se réduit à une voie. Juste en dessous, on a un panonceau. N'oubliez pas, les panonceaux viennent préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Ce panonceau, ça s'appelle un panonceau de distance. D'accord ? Donc, ce panneau de distance te dit que la chaussée va se réduire 600 mètres après le panneau. Ici, si par exemple, on avait eu 2 flèches sur le panonceau, ben, ça aurait eu une signification
différentes. S'il y a 2 flèches sur le panonceau, ça s'appelle plus un panonceau de distance, mais un panonceau détendu. Et là, ça aurait voulu dire que la chaussée se réduit sur une distance de 600 mètres après le panneau. Alors attention, ce que je vous dis, là c'est valable seulement pour les panneaux d'indication. Ça aurait été complètement différent si on avait eu par exemple des panneaux de danger. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation, revoir les cours sur les étendues de prescription selon les types de panneaux, parce que vous vous faites souvent piéger là-dessus, tout simplement par manque de connaissances. Donc ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Au volant, l'alcoolémie maximale autorisée est, pour un permis hors probatoire, réponse A, 0,5 g par litre de sang, réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un permis probatoire, réponse C, 0,15 mg par litre d'air expiré, réponse D, 0,2 g par litre de sang. Alors, comme tu peux le voir dans le document que tu retrouveras dans la formation, l'alcoolémie maximale autorisée pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors que pour un permis hors probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 8. Je vais tout droit. J'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, faites attention à cette question parce que vous êtes nombreux à faire des erreurs sur ces notions. Alors, concernant les feux orange qui clignotent, vous avez 2 grands cas qui vont se présenter à vous. Le premier cas, le feu clignote à l'orange en bas. Le deuxième cas, le feu qui clignote à l'orange au milieu. Commençons tout d'abord par le feu qui clignote à l'orange en bas. Alors, si le feu clignote à l'orange en bas, ça veut dire que le feu fonctionne, mais qu'il indique un danger spécifique. C'est-à-dire que ça indique un danger. Également, il faudra aussi céder la priorité à droite pour les véhicules sur l'intersection. Concernant ensuite les feux orange qui clignotent au milieu, comme c'est le cas ici, vous allez avoir 2 cas qui vont se présenter. Le cas de jour et le cas de nuit. Alors, lorsque c'est le jour et que les feux orange clignotent au milieu, ça veut dire que le feu est en panne, il ne fonctionne pas. Donc, ce qui va régir les priorités dans l'intersection, c'est la priorité à droite. Par contre, si vous êtes de nuit, donc là, le feu, en général, fonctionne. En fait, les municipalités ont mis ça en place pour fluidifier le trafic de nuit. Donc le feu fonctionne et il faudra laisser aussi donc, le régime de priorité qui est celui de la priorité à droite. Ici, dans notre cas, on est de jour et le feu clignote à l'orange au milieu. Ça veut dire que le feu est en panne et je dois donc céder la priorité aux véhicules venant de droite à l'intersection. Donc ici, pour répondre
à la question, je vais tout droit, j'ai la priorité sur les véhicules venant de droite, bah non. Non, les véhicules venant de droite ont la priorité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Dans cette situation, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux, réponse C, tourner à gauche. Réponse D, tourner à droite. Alors, sur cette intersection, comme vous le voyez à votre droite, il y a un panneau d'obligation avec une flèche à gauche, une flèche à droite. C'est tout simplement la fusion de ces deux panneaux. Donc, ce panneau veut dire que vous êtes obligé soit de tourner à droite, soit de tourner à gauche. Ça sous-entend qu'il est interdit d'aller tout droit. D'ailleurs, si vous regardez bien l'intersection, juste en face de vous, la rue est en sens interdit dans votre sens de circulation. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B, C et D. Question numéro 10. En période probatoire, je roule sur cette autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D, 130 km/h. Alors, ici, peu importe que vous soyez en probatoire ou hors probatoire, comme vous le remarquez, on a une très faible visibilité. D'ailleurs, on a une visibilité qui est à peine de quelques mètres. Elle est inférieure à 50 mètres. Et lorsque, sur une route, ou même, peu importe la route, en agglomération ou hors agglomération, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 11. Cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette commande, il n'y a que le conducteur qui l'a au niveau de sa portière. Si vous regardez bien, tout en bas, il y a un bouton. Ce bouton, c'est le verrouillage des vitres de toute la voiture. C'est-à-dire que lorsque c'est activé, lorsque vous appuyez dessus, il n'y a que vous qui puissiez lever ou descendre une vitre. Alors, juste au-dessus, vous voyez, il y a 4 boutons avec des vitres. Ça, c'est les commandes de chaque vitre du véhicule. En bas pour les vitres arrière, en haut pour les vitres avant. Et puis, tout au-dessus, vous voyez, il y a d'autres boutons. Ces boutons-là, ils sont réservés au réglage des rétroviseurs extérieurs. Alors, sachez que chaque modèle de voiture a des commandes différentes. Donc, les commandes diffèrent d'un modèle de voiture à l'autre. Comment ça fonctionne le réglage des rétroviseurs ? Par exemple, sur cette commande, il faut juste tirer le loquet à droite pour régler le rétroviseur de droite. Et ensuite, appuyer sur les boutons flèche vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas pour régler le rétroviseur. Ensuite, si tu veux régler le rétroviseur de gauche, tu dois pousser le loquet
à gauche et ensuite régler le rétroviseur. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je peux m'arrêter sur l'emplacement à droite pour téléphoner à un ami? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement en cas d'urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez le panneau qui est juste à droite. Ce panneau d'indication indique un emplacement pour le stationnement et même l'arrêt. D'accord? Donc, et à ne pas confondre avec ce panneau qui indique l'emplacement d'un arrêt d'urgence, où on peut s'arrêter seulement en cas d'urgence. Donc, ici, cet emplacement est autorisé donc à l'arrêt ou au stationnement, et je pourrais téléphoner à un ami, je pourrais me reposer, peu importe. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 13. Entre le début d'un indice, ici le feu orange, et le début du freinage, il s'écoule. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. Réponse C, 3 secondes. Alors, cette question, elle est super importante car elle est très souvent posée lors des examens officiels du code de la route. Alors, tendez bien l'oreille parce que c'est important. Cette question, elle va introduire une notion très importante qui est celle du temps de réaction. Alors, déjà, c'est quoi le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici le feu orange, et le moment où je vais agir, par exemple ici freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule.
Question numéro 14. Je roule à 85 km/h en période probatoire. Réponse A, je suis en infraction. Réponse B, je respecte la vitesse réglementaire. Alors, encore une fois, question super importante, car à tous les examens du code de la route, vous allez avoir 1, 2, 3 questions sur les vitesses réglementaires. Alors, pour pouvoir répondre à ce type de questions, il faut tout d'abord savoir sur quel type de route tu circules. Sinon, c'est impossible de connaître la vitesse réglementaire. Alors, sache que les vitesses réglementaires dépendent du type de route. Par exemple, tu as les autoroutes. Tu as les routes à chaussées séparées. Tu as les routes à double sens de circulation. Et enfin, comme c'est le cas ici, tu as les routes à double sens de circulation avec créneau de dépassement. Le créneau de déplacement, c'est ici. Alors, pour ce type de route, il y a 2 cas. Le cas où on a passé la période probatoire. Donc, dans le cas où on a passé notre période probatoire, la vitesse maximale autorisée sur les 2 voies est de 90 km/h. Et la vitesse maximale autorisée sur la simple voie est de 80 km/h. Ça, c'est quand tu as passé ta période probatoire. Mais quand tu es en période probatoire, c'est différent. La vitesse maximale autorisée sur les 2 voies est de 80 km/h et la vitesse autorisée sur la simple voie est également de 80 km/h. Donc, pour en revenir à la question, ici, on roule sur une route à double sens de circulation avec créneau de dépassement. Tu es en période probatoire, donc la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Tu es donc en infraction. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. En cas de fatigue au volant, il faut, réponse A, faire une sieste. Réponse B, boire un café. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le fait de boire un café ne va pas retirer votre état de fatigue, bien au contraire. N'oubliez pas que le café, c'est une drogue, c'est de la caféine, c'est une substance psychoactive, qui est quasiment la même que le thé, théine. Le thé, c'est de la théine. C'est aussi la même que certains médicaments comme la codéine. Vous voyez, caféine, théine, codéine, c'est quasiment les mêmes drogues. Donc, ils vont vous donner juste un petit effet de boost qui va durer quoi 10-15 minutes. Mais ensuite, l'état de fatigue va revenir. Donc, le mieux, quand on est dans un état de fatigue, c'est de faire une sieste, c'est-à-dire dormir, même 10 ou 15 minutes. Ça va être beaucoup plus réparateur que de boire un boost, c'est-à-dire une boisson énergisante. Donc, ici, en cas de fatigue au volant, il faut faire une sieste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. À bord du véhicule, le compteur kilométrique est réponse A, facultatif, réponse B, obligatoire. Alors effectivement, le compteur kilométrique est obligatoire à bord
d'un véhicule et il faut qu'il soit en état de marche. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 3e classe et une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. Si un usager vient de la droite, réponse A, je passe. Réponse B, je cède le passage. Alors, ça on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans le cours de la formation. Donc ici on a affaire à une intersection, d'accord, où il n'y a pas de signalisation. Il n'y a ni une signalisation horizontale, ni une signalisation verticale. Dans ce cas-là, le régime de priorité est celui de la priorité à droite. Donc, je dois céder le passage au véhicule venant de droite, s'il y en a, bien sûr. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. Je m'engage dans une zone de stationnement. Réponse A, payante. Réponse B, limitée. Réponse C, gratuite. Alors, cette question, elle est intéressante. On va en profiter, en fait, pour vous montrer la construction des panneaux. Alors, regardez bien comment est construit ce panneau. Ce panneau, il est d'abord fait donc d'un panneau d'interdiction de stationnement. Ce panneau d'interdiction de stationnement est inclus dans un panneau de zone. En plus de ça, est inclus dans ce panneau de zone un eurodateur. Donc, que veut dire ce panneau? Ça veut dire que dans cette zone, il est interdit de stationner, sauf si tu payes le stationnement. Donc, ici, on est dans une zone de stationnement payante. Alors, il y a son pendant. Son pendant, c'est ce panneau. Ça, ce panneau, c'est exactement le même, mais vous voyez que là, il n'y a plus un eurodateur, il y a un disque. Donc, ça veut dire que tu rentres dans une zone de stationnement limitée. Quand on dit limité, c'est limité dans le temps, hein, bien sûr. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 19. Il pleut fortement. Je peux utiliser mes feux de brouillard. Avant, oui réponse A, non réponse B. Arrière, oui réponse C, non réponse D. Alors portez votre attention sur cette réponse parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir quand utiliser les feux de brouillard. Avant, les feux de brouillard arrière. Alors pour ça, il y a un moyen mnémotechnique. À l'époque, on l'utilisait très souvent dans les auto-écoles quand ils inculquaient des cours de code de la route. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais c'est un moyen mnémotechnique très connu des moniteurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer, d'accord, que, vous voyez, que le gâteau BN, hein, vous savez, les gâteaux BN, c'est comme une voiture, d'accord?
Vous considérez que c'est une voiture. Donc, à l'avant, il y a les parents. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont à la banque. Ils vont à la banque BNP, à la BNP. Donc, on peut utiliser ces feux de brouillard avant, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie. Par contre, à l'arrière, il y a qui? Bah, à l'arrière, il y a les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Bah, ils mangent des BN. Donc, les feux de brouillard arrière, on peut les utiliser en cas de brouillard et de neige. Pour récapituler, à l'avant, il y a les parents, ils vont à la BNP, brouillard, neige, pluie. Et à l'arrière, il y a les enfants, ils mangent des BN, brouillard et neige. Donc, ici, vu qu'il pleut fortement, je peux utiliser mes feux de brouillard avant, oui, parce que BNP, pluie. Et est-ce que je peux utiliser mes feux de brouillard arrière? Ben non, parce que les feux de brouillard arrière, c'est seulement pour le brouillard et la neige. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 20. Suite à une défaillance critique lors d'un contrôle technique, je dois effectuer les réparations dans un délai de réponse A, 1 mois, réponse B, 2 mois, réponse C, 3 mois, réponse D, 15 jours. Alors, afin que ça soit plus simple, regardez, ici je vous ai mis un procès-verbal de contrôle technique. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre contrôle technique, le technicien, à la fin de son contrôle, il va vous remettre ce papier, qu'on appelle un procès-verbal. Regardez bien l'encart de droite dans ce procès-verbal, c'est indiquer les types de défaillances qu'il a remarquées. Par exemple ici, vous voyez, il y a défaillance majeure, défaillance mineure. Et il y a aussi ce qu'on appelle les défaillances critiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre véhicule a des défaillances critiques? Si votre véhicule a des défaillances critiques, alors votre véhicule déjà il sera immobilisé le même jour à partir de minuit. Vous aurez 2 mois pour effectuer les réparations afin de réaliser une contre-visite. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Vous avez 2 mois pour effectuer les réparations. Question numéro 21. Pour ouvrir le capot, je dois activer, réponse A, une commande se trouvant sous le capot seulement. Réponse B, une commande se trouvant dans le véhicule seulement. Réponse C, une commande se trouvant dans le véhicule et sous le capot. Alors, comment faire pour ouvrir le capot d'un véhicule? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, tu devras activer la manette qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Et regarde bien, il y aura même une petite indication. Ensuite, une fois devant le capot, il y a une manette qui se situe en dessous sur la fente. Et voilà, vous voyez la manette, elle est juste ici. Et ici, la petite encoche du levier. Ensuite, il faut mettre la barre jaune dans la petite encoche pour pouvoir maintenir ouvert le capot en sécurité. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 22. Ce panneau interdit l'accès aux poids lourds,
Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, c'est quoi la signification exacte de ce panneau? Ce panneau est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Que leur PTAC soit supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur à 3,5 tonnes. Si tu ne sais pas ce que c'est que le PTAC, c'est-à-dire le poids total à charge, je t'incite fortement à aller te former dans la formation car tu devrais le savoir. Est-ce que ce panneau interdit l'accès aux poids lourds? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que automatiquement, un poids lourd, c'est un véhicule de transport de marchandises. Sinon, ce serait pas un poids lourd. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 23. Je circule sur une rue à double sens de circulation. Je peux me garer sur l'emplacement réservé au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans une rue à double sens de circulation, il est interdit de se garer en sens contraire à la circulation. Tu dois obligatoirement te garer à droite sur ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, regarde cette petite animation. On est sur une rue à double sens de circulation et il y a des places de parking. De l'autre côté, tu n'as pas le droit d'aller sur la voie qui est en sens contraire pour te garer. Tout simplement parce que tu seras en sens contraire et donc il y aura des voitures qui viendront et qui se demanderont ce que tu fais. Tu vas bloquer la circulation. Donc, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Je suis contrôlé positif aux stupéfiants. J'encours. Réponse A, un retrait de 6 points. Réponse B, un retrait de 8 points. Réponse C, jusqu'à 3 ans de prison. Réponse D, jusqu'à 2 ans de prison.
Alors, comme le montre le document que tu retrouveras donc dans la formation, en cas de contrôle positif aux stupéfiants, ça peut être du cannabis, ça peut être de la cocaïne. Bon, tu peux aller dans la formation et où je classe en fait toutes les substances stupéfiantes. Contrôler positif aux stupéfiants, donc tu encours 6 points de retrait en moins et jusqu'à 2 ans de prison. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 25. Ce véhicule s'engage sur la route principale. Il bénéficie de la priorité à droite sur les véhicules venant de sa gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Il doit marquer l'arrêt avant de s'engager. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, les véhicules qui viennent de sa gauche devront lui laisser la priorité à droite. Alors, oui, mais ça c'est quand t'es dans une route normale. Là, il sort d'un chemin de terre. Quand un véhicule sort d'un chemin de terre, il ne bénéficie pas de la priorité de passage. C'est-à-dire, il ne bénéficie ni de la priorité à droite, ni de la priorité à gauche, ni aucune priorité. Aussi, ici, il n'est pas obligé de s'arrêter avant de s'engager sur la route. S'il n'y a personne sur la route, il peut s'engager sans s'arrêter. Par contre, il devra céder le passage aux véhicules qu'il y a sur la route, s'il y en a. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 26. Je peux dépasser le véhicule rouge en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, encore une fois, c'est une question qui est très simple. Il est strictement interdit de dépasser un véhicule par la droite. D'accord ? Là, si je reste sur ma voie et que je dépasse le véhicule le rouge, je vais le dépasser par la droite. Et c'est strictement interdit. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 27. Je laisse chauffer le moteur à l'arrêt avant de prendre mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est strictement inutile de faire chauffer son moteur à l'arrêt avant de prendre son véhicule. En plus, ça pollue inutilement. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Mon intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le poids lourd devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, concernant l'intervalle de sécurité, donc question redondante qui va sûrement vous être posée à l'examen. Comment faire pour savoir si on respecte cette distance de sécurité? On regarde les lignes de rive à droite. Ici, on voit qu'il n'y a même pas une demi-ligne de rive, donc on n'a pas les deux lignes de rive qui nous séparent avec le véhicule qui est devant nous, donc mon intervalle de sécurité n'est pas suffisant. De toute façon, on aurait pu le voir même visuellement, hein. On est beaucoup trop près, on roule à 86 km/h. Ensuite, est-ce que je peux dépasser le poids lourd? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer sur le rétroviseur extérieur gauche qu'il y a un véhicule qui est en train de nous dépasser, en tout cas qui est très très proche de nous. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 29. Le feu clignote à l'orange. Je vais devoir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos que lorsqu'un feu clignote à l'orange au milieu, c'est qu'il est en panne. Étant donné qu'il est en panne, alors c'est la priorité à droite qui régit l'intersection. Cependant, il y a une particularité. Pourquoi? Parce que sur ce panneau est affiché un panneau de priorité. Et ce panneau indique que tu as la priorité à la prochaine intersection. En fait, il y a une particularité. Lorsque le feu est en panne et qu'il a un panneau de priorité attaché à lui, alors ça veut dire qu'il remplace le feu. Ça veut dire qu'il te donne en fait le régime de priorité dans le cas où le feu est en panne, comme on peut le voir ici sur la photo. Alors, c'est pour ça que c'est important de se former, parce que parfois vous pensez connaître quelque chose, mais vous ne le connaissez pas dans son intégralité. Et encore là, on a vu juste une petite partie, on va dire, des connaissances sur les feux orange clignotants et des panneaux qui peuvent s'y trouver et d'autres choses encore. Hein. Donc, c'est vraiment une toute petite partie. D'où l'importance de se former, parce que parfois on croit connaître des choses, mais on les connaît pas, en tout cas pas en totalité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord, les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre.
ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 30. En France, les limitations de vitesse sont de réponse A, 50 km/h en agglomération. Réponse B, 130 km/h sur autoroute. Réponse C, 120 km/h sur autoroute. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, les limitations de vitesse en France sont de 50 km/h en agglomération et de 130 km/h sur autoroute. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 31. Sur le trottoir, à ma droite, je peux stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça, c'est vraiment une question basique. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Il est strictement interdit d'aller sur le trottoir avec votre véhicule. Un trottoir, c'est fait pour les piétons. Ce n'est pas fait pour les voitures. Donc, vous ne pouvez ni stationner, ni vous arrêter sur un trottoir. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 32. Je suis en train de secourir cette victime qui est inconsciente. Je dois, réponse A, vérifier une hémorragie externe. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse D, la déplacer en sécurité sur le trottoir. Alors, dans le cas où on est face à une victime d'un accident de la route qui est inconsciente, quelle est la procédure à mettre en place? Tout d'abord, il va falloir vérifier si elle ne souffre pas d'une hémorragie externe, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sang qui coule de son corps. Dans ce cas-là, il faudra donc appliquer une pression à l'endroit de l'hémorragie. Ensuite, il faudra mettre cette personne en position latérale de sécurité. Et enfin, il faudra, si possible, la couvrir avec quelque chose de chaud. Parce que toutes les victimes d'accidents souffrent d'hypothermie, c'est-à-dire que leur corps se refroidit. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Alors, arrivé à cette étape, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire mais attends, t'as pas oublié quelque chose là? Tu t'appelles pas les secours? Bah non, j'appelle pas les secours. Ah bah pourquoi t'appelles pas les secours? Parce que ce serait la première chose à faire quand même. Bah non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez passer un examen. Et dans cet examen, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a des étapes lorsqu'on est
protagoniste ou témoin d'un accident de la route. Ce programme, il dit quoi? Il dit que si vous êtes victime ou témoin d'un accident de la route, il faut respecter ce qu'on appelle le pas. Protéger, alerter, secourir. Et il faut le faire dans l'ordre. D'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ici, si tu regardes la question, qu'est-ce qu'on dit? On dit « je suis en train de secourir ». Donc tu es dans la dernière étape de la procédure. C'est-à-dire que alerter, c'était la deuxième étape, ça c'est déjà fait. Donc là on est dans secourir, on n'est pas dans alerter. Voilà, donc il faut bien connaître son cours parce que sinon, il y a des questions, vous n'allez pas les comprendre. Et même il y a des questions, en fait, vous allez croire que le moniteur a faux, hein, vous allez être persuadé qu'il a faux, alors que tout simplement, disons qu'il vous manque des connaissances. D'où l'importance de se former correctement, sinon on ne comprend même pas ses erreurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, juste un petit rappel avant de passer à la question suivante. Ici, on a répondu à une question bien précise qui est celle de secourir une victime inconsciente. Si elle avait été consciente, la réponse aurait été tout autre. Si elle avait été consciente et valide, la réponse aurait été tout autre. Si elle avait été consciente mais invalide, la réponse aurait été tout autre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, on n'a même pas vu 1/20 du thème des secours prévus au programme. On a juste répondu à la question. Allez, on passe à la question suivante. Question numéro 33. À cette intersection, je dois marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. La rue dans laquelle je roule est à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, on arrive à cette intersection où on a un stop avec un marquage au sol qui indique un stop et une signalisation verticale qui indique le stop. Donc, je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne blanche. Ensuite, est-ce que je roule sur une rue à sens unique? Eh bien oui. Et comment on le sait? Il y a plusieurs indices qui nous montrent qu'on roule sur une rue à sens unique. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez que la ligne blanche prend toute la largeur de notre rue, ce qui montre qu'on est dans un sens unique. En plus, on a deux panneaux stop, un à droite, un à gauche, qui nous montrent bien qu'on est dans un sens unique. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 34. Ce conducteur vient de se garer. Il doit poser un disque de stationnement sur son tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez ici, on a plusieurs indices. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez qu'il est bleu. Donc, s'il est bleu, ça veut dire qu'on est dans une zone de stationnement bleue, donc à durée limitée par disque. De plus, si vous regardez la signalisation verticale, on a ce panneau de fin de zone qui indique une fin de zone de stationnement limitée. Donc, comme c'est un panneau de fin de zone, c'est que, donc, avant ce panneau, on est dans une zone de stationnement limitée. Donc, ici, ce conducteur devra poser un disque bleu sur lequel il devra indiquer son heure d'arrivée sur son tableau de bord. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 35. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Autorisée en cas de danger immédiat. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 36. La signalisation annonce un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais devoir allumer. Réponse C. Mes feux de position. Réponse D. Mes feux de croisement. Alors comme tu le vois, ici, ce panneau indique donc la présence d'un tunnel. À savoir que ce panneau inclut en fait un autre panneau à l'intérieur de celui-ci, qui est celui de l'obligation d'allumer ces feux. Mais quel feu ? Vous êtes obligé d'allumer vos feux de croisement lorsque vous rentrez dans un tunnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 37. Pour limiter la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage pour les longs trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, pour les longs trajets, afin de diminuer la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage. Alors, il est préférable d'utiliser le covoiturage, mais par rapport à quoi ? En fait, la question induit qu'il est préférable d'utiliser le covoiturage par rapport à l'éco-partage. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'éco-partage, c'est de la location de véhicules courte durée. C'est vraiment pour louer une voiture une demi-heure, une heure. Alors que si tu veux faire un long trajet, il va falloir passer par une vraie entreprise qui propose des locations, on va dire, entre guillemets, longue durée. Donc, effectivement, pour les longs trajets et limiter la pollution, on va préférer le covoiturage. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites,
de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 38. Je peux m'arrêter sur la voie à ma droite pour faire monter une personne dans mon véhicule? Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, regardez la voie de droite. Elle est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Cette ligne épaisse discontinue vient matérialiser une voie réservée. Elle n'est pas réservée à vous, elle est réservée à d'autres utilisateurs. Ici, on peut voir que elle est réservée au bus. On peut voir parce qu'on a une voie de bus à droite. Donc, vous n'avez même pas le droit d'y aller. Donc, encore moins de vous arrêter sur cette voie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 39. Je circule à la même vitesse que le véhicule devant moi. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça c'est une question qu'on a vue en long, en large, en travers, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans la formation. En France, la réglementation veut qu'on roule à droite. On n'a pas le droit de rouler à gauche, même sur l'autoroute. On n'a pas le droit. À gauche, c'est une voie pour dépasser, c'est une voie de
dépassement. Donc, si je circule à la même vitesse que les véhicules qu'il y a devant moi, donc je suis pas en train de le dépasser. Donc, je n'ai rien à faire sur la voie de gauche. Il faut que je me rabatte sur la voie de droite. Donc là, je suis mal placé. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 40. Le port de la ceinture de sécurité permet de réduire les risques d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le risque d'éjection de l'habitacle en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le fait de porter une ceinture de sécurité ne va jamais réduire le risque d'accident. C'est pas parce que vous portez une ceinture que vous allez moins avoir d'accidents. Par contre, le fait de porter une ceinture va réduire le risque d'éjection de l'habitacle en cas d'accident. Va même aussi réduire la gravité des blessures en cas d'accident. Mais jamais le port de la ceinture ne va réduire les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.